merci beaucoup et merci pour cette invitation aujourd'hui. Merci à tous les organisateurs et notamment à Russia de m'avoir proposé déjà de vous écouter parce que j'ai appris beaucoup de choses et je pense qu'effectivement la présentation que je vais faire est un peu particulière par rapport à la journée parce qu'on traite d'un caoutchouc qui est encore en place. Vous avez dans la photo à droite d'une maison des années 20 construite à Paris par Le Corbusier et Pierre Javel, donc la fondation est propriétaire. Je ne vais pas perdre de temps et vous parler de Le Corbusier ni de la fondation et les questions de droit moral, la question de droit moral, mais c'était juste pour expliquer mon rôle à la fondation. Voilà, je m'occupe des questions de restauration et de la conservation de l'œuvre architecturale, donc je suis amenée à suivre ces questions de restauration, non seulement bien évidemment sur l'œuvre architecturale, mais tout ce qui en fait partie. Et le thème abordé aujourd'hui ici me semble, tous les thèmes abordés sont particulièrement intéressants parce qu'ils interrogent sur la conservation in situ de ce type de matériaux et la restauration. On en a déjà parlé, mais c'est trop souvent le remplacement dans le cas d'un sol et de ce matériau qui ne me semble pas assez connu et qui fait complètement partie de l'architecture et de la conception architecturale de Le Corbusier dans le choix même du matériau, de l'emplacement, de la couleur, etc. Donc aborde aussi la question de la conservation de la matérialité de l'œuvre et de son authenticité. Donc j'ai essayé de comprendre pourquoi Le Corbusier avait utilisé ce type, donc on sait qu'il utilise des matériaux nouveaux comme le béton armé et d'autres types de matériaux dans l'architecture, comme les matériaux industriels, comme le grès-cérame. Ici, vous avez toute une série de morceaux de sol, de linoléum, marbré, pas marbré, récupérés lors d'un chantier. Et donc, le sol en caoutchouc en question et un sol en linoléum au fond, sur l'image de droite. Et j'ai essayé de comprendre pourquoi Le Corbusier utilisait le caoutchouc à côté de tous ces matériaux industriels. Quel était le choix, quel pouvait être l'intérêt pour lui d'utiliser ce type de matériaux. Donc, j'ai regardé un peu dans les documents, déjà dans les revues de l'époque, et je suis tombée sur cette architecture d'aujourd'hui, le premier numéro de 1930, dans lequel il y a toute une section sur les tapis de caoutchouc comme matériaux nouveaux, et dans lequel je trouve qu'il y a quelques informations intéressantes qui sont données. Donc, les tapis de caoutchouc sont extrêmement agréables à l'œil par leur aspect, leur belle coloration. Toutefois, leur emploi dans les pièces d'habitation ne peut pas être conseillé, encore mieux pour son formel, car le caoutchouc doit être très soigné pour éviter qu'il devienne cassant et qu'il ne se modifie pas sous l'influence du chauffage des pièces. Et encore, l'emploi des tapis en caoutchouc est recommandable pour des emplois spéciaux, chemin de fer, banque, navire, hall de maison particulière, salle à manger, salle de bain, cuisine, etc. Ils sont un peu chers actuellement pour que l'emploi puisse se généraliser autant qu'il serait souhaitable. Donc ça, c'est pour les... Donc voilà, et puis nombreuses publicités où on voit qu'il y a plusieurs... il y a des dalles, mais c'est aussi fourni en tapis. Donc voilà, plusieurs informations qui peuvent être intéressantes, mais aussi dans les archives de la Fondation. Et ça, c'est particulièrement intéressant parce que j'ai retrouvé nombreux documents qui traitent de l'utilisation, commande, facture, devis de ce matériau, mais cependant, c'est vrai que dans les publications, dans les travaux universitaires et même dans les publications de référence, dans les publications de référence sur, par exemple, les maisons puristes des années 20, dont on va parler, rarement on parle du caoutchouc. Souvent, ce matériau est oublié et assimilé, je pense, au linoléum et à d'autres types de matériaux, donc on n'en parle absolument pas et on le traite comme comme le linoléum ou d'autres types de sol. Et on le verra pour notre sol en caoutchouc gris, il est complètement oublié et on ne s'en occupe pas, peut-être c'est sa chance. Donc voilà, ici par exemple, vous avez des commandes et des factures, donc ça a été réalisé en 1934 pour la cité de refuge, mais on a d'autres éléments dans lesquels, dans ces courriers, dans ces commandes, on a à chaque fois des éléments intéressants, par exemple sur des couleurs, on voit bien que
Ici, toujours en 34, c'est pour un appartement de l'immeuble Molitor, et on traite bien, on parle de teinte, numéro 52, 55, donc quelque part, il doit y avoir des catalogues aussi, et une annotation de Le Corbusier à la main où il dit caoutchouc uni, donc je pense que c'est ce qui l'intéresse, uni, teinte cuir peut-être, nature, en tout cas cette idée de teinte naturelle. Et encore, tous ces documents peuvent aussi servir dans le cadre de recherche, peut-être plus d'historiens, sur retrouver ces entreprises qui réalisent dans leurs usines les caoutchoucs et qui font aussi la pose. Donc ça peut être aussi une idée de recherche à développer. Donc voilà, manufacture, le caoutchouc industriel à Marseille pour un pavillon de 1937 réalisé par Le Corbusier, et puis le caoutchouc Saint-Marcel. En 1938, le caoutchouc n'est plus le revêtement onéreux d'autrefois. Donc, il semble qu'à partir de 1938, on a une utilisation peut-être de ce tapis de caoutchouc moderne plus diffuse. Et pour reparler de cette période, parce que Le Corbusier continue à utiliser ce caoutchouc, et puis probablement sur d'autres formes, on l'a vu aujourd'hui, peut-être pas du caoutchouc naturel, mais il continue dans les années 50, dans les années 60 aussi pour Firmini. Mais si on revient à cette période initiale, donc des années 20, ici on a des éléments donc, sur la Villa Savoie qui sont tout à fait intéressants. Tout d'abord dans le rapport du maçon, donc dans le cahier des charges initial avant la construction, on dit bien qu'il y a bien prévu une surépaisseur en béton donc pour un tapis en caoutchouc, donc ça veut dire que depuis le début, c'est prévu. Et puis, il y a différents devis de cette société électrocable pour la pose de plusieurs caoutchoucs pour des chambres. Donc, moi, je n'ai pas retrouvé de traces sur place, mais surtout pour garnir une rampe. Et en plus, il y a aussi une petite information sur le fait que nous attirons, donc l'entreprise signale à l'architecte, nous attirons votre attention sur le fait que le caoutchouc est une matière plastique qui épouse toutes les aspérités du sol. Il est donc de toute importance de poser nos tapis de caoutchouc sur un sol parfaitement uni. Donc ici, on a aussi quelques éléments peut-être sur la difficulté d'utiliser ce produit par rapport à d'autres, comme le un support. Voilà donc les éléments sur la rampe. Donc ce caoutchouc prévu est posé sur la rampe. Je ne sais pas si vous connaissez la Villa Savoie, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a cette même exemple, on peut dire, pour la maison La Roche. Donc, pour le caoutchouc dont on va parler. Donc, cette maison des années 20, précédente à celle à la Villa Savoie, il y a également une rampe, comme vous pouvez voir ici dans les images, la rampe qui va de cette galerie de tableaux, qui est la pièce majeure et de cet ensemble, et à la mezzanine. Donc, cette rampe également, on a cette information par les documents d'archives. Ici, donc, vous voyez un premier état avec un parquet, vous ne voyez pas très bien, mais ici, avec le rajout de cette table, il y a ce caoutchouc qui est rajouté en 1928. J'avais donné quelques explications dans la petite note d'introduction. Et voilà ici donc le document d'archives qui explique que le tapis de la rampe de la galerie donc, est réalisé et prévu en 1925. Donc là aussi, il y a peut-être cette idée de la première utilisation de ce matériau pour cette rampe, qui est un élément fondamental dans l'architecture de Le Corbusier, parce qu'il représente la matérialité de la promenade architecturale. Donc, à partir de là, pour essayer de dater, de comprendre mieux le matériau qu'on doit étudier. Donc, ici, vous voyez bien ce premier état de cette galerie de tableaux parquet, avec la rampe qui amène à cette bibliothèque de Raoul Laroche, propriétaire de la maison. Donc, très peu de temps après, en 1928, il y a un problème de chauffage et il y a un accident, et donc il y a un réaménagement
de cet espace, de cette pièce. Et à cette occasion, donc, il y a une modification du revêtement de sol et sont proposés donc une caoutchouc rose que vous voyez ici dans une photo de 1970 et de à côté, la posée de réception de commande, donc une vraie commande. Et ici, vous avez les deux demandes d'un caoutchouc gris, donc pour une rampe et pour garnir une sous-pente. Et c'est le caoutchouc qui est toujours aujourd'hui en place. Donc ici, on voit cette sous-pente, c'est cet espace de mezzanine entre la galerie de tableaux, la rampe et la bibliothèque. Probablement, ici, c'est une photo de 1926. Probablement, mais on n'a pas d'informations complémentaires. Le sol était à cette époque le même que dans la bibliothèque, donc un linoléum. Mais voilà, en 1970, le fameux caoutchouc gris qui est encore en place en 70, donc au moment où la Fondation Le Corbusier est inaugurée et créée après la mort de Le Corbusier. Donc ici, on a la preuve, c'est une facture. On sait que ces 3 devis pour la galerie de tableaux et pour les 2 éléments en caoutchouc gris sont réalisés, tous les 3. Donc en 28, donc visiblement ce caoutchouc qui les intéresse est réalisé en 1928. Et ici, vous avez une localisation, donc en rose, la galerie de tableaux avec le caoutchouc rose, la rampe et cette mezzanine, pour qui ne connaissait pas, la maison La Roche, qui est ouverte au public, et c'est un des problématiques, peut localiser ces interventions. Voilà ici des photos de 72, 73, donc juste après l'inauguration et la création de la Fondation, l'ouverture au public de ces espaces, avec, et on le sait par les documents d'archives, ces sols souples sont encore en place. Et également celui de la rampe gris clair d'origine. Et les premières modifications, en tout cas les premiers problèmes, apparaissent à partir des documents d'archives en 1983. Donc, on a une note de Roger Aujane, qui est secrétaire général de la Fondation à cette époque et qui est architecte et ancien collaborateur de Corbusier, qui écrit « Le Bulgum de 1923 ». C'est pas celui-là, a fait son temps. Aucune gamme de coloris proposée par les fabricants ne correspond au rose fané actuel. Il faut donc trouver un fabricant qui accepte des tons à la demande. Nous avons un problème d'épaisseur car il faut tenir compte du niveau du carrelage noir à l'entrée de la galerie et autour de la table fixe. Et nous devons faire un ragréage ou mettre une thibaude ou un contreplaqué, considérant que le contreplaqué est aujourd'hui très inégal. Donc, en 1983, commence cette enquête pour essayer d'identifier le matériau. On l'appelle Bulgum. Il y a un problème clairement avec la teinte. Et ici, on a un courrier en 1985, toujours de la Fondation, qui écrit à des architectes, ça c'est un exemple, mais qui écrit à Vittorio Gregotti en Italie pour essayer de lui demander s'il connaît ce type de matériau. Et là, on découvre par ces documents qu'en fait, le caoutchouc d'origine est découpé en morceaux et envoyé à des grands architectes au Centre Pompidou pour essayer de retrouver ce matériau, de comprendre ce que c'est et pour trouver un matériau de remplacement. Alors, on sait, heureusement, la Fondation a conservé également un de ces éléments dans ses archives, donc qui est ici. Et cette question de la couleur est fondamentale parce que si, on ne va pas parler de Le Corbusier, mais si la question de la polychromie architecturale dans les intérieurs est fondamentale, si on regarde par les photos, la question du choix des teintes, paroi par paroi, bien évidemment, le sol devait faire partie de cette composition, de cette réflexion. Et donc, la difficulté à retrouver ces teintes d'origine est bien évidemment très importante. Donc ici, vous avez quelques éléments qui montrent aussi les recherches qui peuvent continuer aussi sur la société qui a réalisé ce caoutchouc, donc la société Electrocable, avec ses publicités qui apportent des éléments intéressants. Et encore les questions de polychromie. Ici, vous avez les gammes puristes, la gamme de la maison et la gamme Salubra des papiers peints. Vous voyez que ces roses et ces gris clairs, bien évidemment, font totalement partie de cette phase puriste
le travail de l'auteur visuel. Donc, le remplacement est réalisé en 87. Et ici, vous pouvez voir même, évidemment, par la différence de teinte, c'est pas évident de le voir, mais le choix de la couleur qui n'est pas du tout semblable à celle d'origine, notamment en regardant l'échantillon qu'on a conservé. Et notamment, si la pose, ce n'est plus un tapis qui fait toute la longueur de la pièce, et bien évidemment, tout ça est vendu en plaques, en lait, et donc il y a un problème de joint et de calpinage. Le même problème est posé en 2008, au moment de la restauration, par Pierre-Antoine Gattier, architecte en chef de Monument historique. Et donc, à cette époque, le problème est tout de suite posé comme on va remplacer tous les sols souples. Donc, que ce soit les linots, que ce soit les caoutchoucs, il faut tout remplacer. Ici, vous voyez, on n'identifie même pas notre caoutchouc gris d'origine, mais c'est localisé, c'est identifié comme un carrelage gris. Voilà, le voilà ici. Et donc, la rampe avait déjà été modifiée, le sol de la rampe. En revanche, les sondages sont prélevés pour identifier donc le matériau d'origine et le retrouver. Et c'est à cette époque qu'on a enfin quelques informations et enfin on reparle de ce caoutchouc, et c'est l'entreprise en charge des travaux qui identifie, donc le sondage réalisé, je cite, révèle que ce caoutchouc a été posé à l'aide de colle vinylique directement sur la dalle béton. Il n'a donc pas de ragréage. Le revêtement est en très mauvais état. Sa surface est complètement craquelée par la chaleur et les saletés sont entrées dans la craquelure, ce qui a modifié l'aspect de surface du revêtement. Ainsi, le revêtement a désormais un aspect peau d'éléphant et il semblerait que c'est le caoutchouc, le matériau d'origine. Il y a cette redécouverte en 2008, à cette époque, de ce matériau. Ici, vous voyez le même travail qui est fait sur le sol qui avait été remplacé en 1987 par un PVC, et le fameux sol en parquet qui était recouvert. Ici, le projet qui propose, donc, bien évidemment, un calpinage, parce qu'on n'a plus un tapis, donc c'est des plaques de dimensions bien précises, et donc il y a cette réflexion sur comment le remplacer, comment identifier, comment dessiner quel type de calpinage réaliser donc, pour les deux espaces, que ce soit la galerie de tableau et la mezzanine. Voilà suite à la restauration. Et à cette époque, avait été mise en œuvre pour protéger, parce que donc, le caoutchouc gris d'origine révélé avait été décidé d'être conservé, ont été mises en place des surchaussures pour protéger non seulement les sols, mais également pour apporter une attention majeure de la part des visiteurs sur aussi les matériaux fragiles, non seulement les matériaux d'origine, mais aussi la fragilité des peintures, par exemple. Donc, ces surchaussures ont été conservées et utilisées par les visiteurs jusqu'à 2019, donc pendant une dizaine d'années. Les analyses actuelles qui ont été réalisées grâce au projet en cours, donc par Eleonora Pellizzi, Caroline Bourrier et Lucille Royan, que je tiens à remercier, ces analyses, et j'en parlerai pas plus, je les laisserai intervenir, ont identifié donc ces deux caoutchoucs d'origine comme effectivement des caoutchoucs naturels. On a enfin les preuves. Et ce qui est intéressant par rapport aux analyses ressorties sur le caoutchouc d'origine rose, parce que la dégradation actuelle de ce caoutchouc qui a été remplacé depuis plusieurs fois, on a la même problématique de vernis, de dégradation identifiée avec ce vernis qu'on a identifié dans les analyses dont on pourra reparler. Et voilà l'évolution de dégradation de ce caoutchouc gris, toujours en place. Donc, entre 2016, on voit le type la couleur et le type de craquelure, effectivement. Et en 2023, en tout cas, peut-être aussi le manque de surchaussure, mais aussi probablement d'autres éléments, la dégradation de ce caoutchouc s'est aggravée. Donc, avec ce système, on le voit bien dans ces photos de 2023 par rapport à la précédente. Donc avec les craquelures effectivement qui restent sur les parties latérales et avec cette espèce de tissu dans les parties plus centrales. Alors, est-ce que c'est l'eau, est-ce que c'est le nettoyage, le frottement, je ne peux pas l'identifier. J'ai besoin de l'aide peut-être de restaurateurs et d'autres pour essayer de le comprendre et de le résoudre. Mais c'est évident que
ce matériau aujourd'hui est très mécaniquement sollicité parce qu'il se trouve dans un musée, un bâtiment ouvert au public, au milieu du parcours de visite. Et donc, le souhait de conserver ce matériau en place est également, bien évidemment, fondamental selon moi, hein, et d'essayer de le conserver, de le protéger peut-être. Il y a peut-être des solutions, il y a toute une série de questions qu'on se pose. Comment le nettoyer, comment essayer peut-être de stabiliser son vieillissement, éviter, à mon avis, il faut éviter tout pour le déposer aussi, parce qu'on a vu dans cette histoire du caoutchouc rose les difficultés, les problématiques dans le remplacement, non seulement pour la couleur, mais la question des formes, de la vente aujourd'hui plutôt en plaques et en éléments d'une forme particulière. Et donc, ce problème de calfinage et de salissure qui se crée du coup au niveau des joints et également au niveau de protection, c'est visiblement être réalisé aujourd'hui. Donc voilà, il y a une série de questions qu'on se pose aujourd'hui pour réussir à conserver cet ouvrage sur place. Merci. Merci. Merci.